Nous avons tous vu l'annonce sur les réseaux sociaux de Ferrari concernant ses préparatifs pour ce week-end spécial à Monza avec un design tout aussi spécial. En fait, la Ferrari Monza se présente en bleu, un hommage à Niki Lauda 50 ans après son dernier titre en 1975. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous analyserons tous les détails en coulisses du choix de Ferrari. Nous devons également parler du départ de Jock Clear de Maranello. Écoutons aussi les déclarations de Ralf Schumacher sur Hamilton, qui a été très dur avec le pilote anglais. Enfin, nous devons discuter des commentaires d'Alonso sur Racing Bull, Max Verstappen, Pirelli et Andrea Stella, qui essaient de motiver Lando Norris d'une manière ou d'une autre. Avant de commencer, veuillez laisser un like de soutien, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la Formule 1 et les sujets de Ferrari. Cela dit, commençons. Ferrari cherche à se racheter auprès de son public local. Une vision unique, enrichie par un hommage historique. Les uniformes de l'équipe seront teints en bleu pour célébrer le 50e anniversaire du premier championnat du monde de Niki Lauda, obtenu sur la piste de Brianzolo en 1975. Le bleu choisi à Maranello n'est pas un hasard, il évoque les tenues des mécaniciens des années 70, symbolisant une ère où Ferrari est revenu dominer la Formule 1 après plus de 10 ans d'attente. Cette année-là, la voiture rouge a remporté à la fois le championnat des pilotes avec Lauda et celui des constructeurs, redonnant de l'émotion à Maranello et au cœur des fans. L'anniversaire sera d'autant plus significatif que le Grand Prix d'Italie 2025 se tiendra le 7 septembre, exactement 50 ans après le 7 septembre 1975, jour où Lauda a célébré son premier titre mondial. Par hasard, dans la vidéo de l'annonce, Ferrari a choisi de montrer la légendaire 312T, la monoplace avec laquelle l'Autrichien a écrit l'histoire. Et ce ne sera pas seulement la teinte bleue qui caractérisera Monza. Ferrari a également préparé une veste rouge spéciale, enrichie de détails vintage et arborant le logo historique des années 70, un mélange de tradition et de modernité destiné à unir différentes générations de fans. Après les déceptions à Zandvoort, Ferrari arrive à Monza avec la nécessité de se racheter. La course à domicile a toujours été l'étape la plus passionnante de la saison, avec le public prêt à peindre les gradins en rouge et à pousser l'équipe vers un résultat important. Et le bleu célébrera la mémoire de Niki Lauda. Le rouge des gradins représentera la passion des fans, et ensemble ils créeront une étreinte symbolique entre le passé et le présent. Monza sera plus qu'une course. Ce sera un hommage à l'histoire de Ferrari avec l'espoir que le week-end devienne un jour à se souvenir tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la piste. En fait, il est important de se souvenir de l'histoire, il est important de se rappeler le titre de Niki Lauda car il a été fondamental dans la reconstruction de Ferrari et dans le début d'un cycle gagnant pour l'équipe rouge. Cela s'est passé dans les années 70. Mais maintenant, nous devons faire un pas en avant, nous devons aussi penser à 2026. Nous devons envisager de ramener Ferrari à la compétitivité, donc oui, célébrer le passé est important, mais tout aussi important, sinon plus, c'est de penser à rendre Ferrari compétitive à l'avenir. C'est pourquoi j'ai de grandes attentes pour Ferrari à Monza. Nous savons que, historiquement, Ferrari a toujours bien performé sur cette piste parce que c'est un circuit où une configuration à faible charge aérodynamique est essentielle et Ferrari est forte en vitesse maximale. C'est une piste où une seule entrée est nécessaire pour la rotation de la voiture et cela aide beaucoup Ferrari en 2025. Ferrari court devant son public local, il y a donc une motivation supplémentaire. Voyons si Hamilton changera le unité de puissance, ayant une pénalité de 5 places sur la grille, cela semble une option logique, surtout parce qu'il est facile de dépasser à Monza, donc cela pourrait être l'intention de Ferrari de commencer avec Hamilton avec un moteur neuf. Et attention à Charles Leclerc, qui a gagné l'année dernière et pourrait gagner à nouveau cette année. La voiture a montré à certains moments qu'elle était compétitive. Les conditions de la piste seront sûrement aussi importantes. L'objectif minimal de Ferrari est, bien sûr, de se battre pour le podium. L'année dernière, McLaren avait commencé son cycle dominant en Formule 1 à partir de Monza. Ferrari les a battus cette fois-là. Mais, quelle configuration Ferrari utilisera-t-elle à Monza ? Voyons cela ensemble. Ferrari reste en deuxième position au championnat des constructeurs avec une avance de 12 points sur Mercedes et devant son public local, il y aura l'affluence habituelle.
Il y aura plus de 300 000 personnes. Et c'est pourquoi Ferrari veut se présenter avec une configuration solide, capable de lutter même en tête, peut-être pour le podium, pour la victoire. La SF25 sera très proche du sol avec une surface asphaltée plane, ce qui lui permettra d'avoir une hauteur minimale du sol pour générer une charge aérodynamique par en dessous et aura des ailes presque plates pour maximiser l'efficacité en ligne droite. Les ailes seront très basses, avec un profil arrière principal plat et un DRS à corde réduite, comme nous l'avons déjà vu dans les spirales d'essai, par exemple à Fiorano par temps de pluie, puis sur le circuit de Lungaro construit par Leclerc. Ce n'était pas seulement une simulation pour 2026 avec une charge aérodynamique de 20%. Des données utiles pour la configuration à faible charge aérodynamique qui sera utilisée à Monza ont également été recueillies. L'objectif est d'essayer de dissimuler les défauts de la Ferrari SF25 et de tenter de rester proche des McLaren et aussi de Verstappen car lui aussi sera un protagoniste. Évidemment, aucun Maranello ne prononce le mot « victoire », mais le package de Monza est conçu pour inquiéter McLaren. Monza et Bakou sont indiqués comme les dernières opportunités réelles pour chercher le premier succès de la saison. Il n'y a pas de prétention, mais si la solution fonctionne, nous le saurons immédiatement vendredi, avec la piste adaptée, la voiture allégée avec moins d'ailerons et un plancher utilisé au maximum. Ferrari ne promet pas de miracle, mais se prépare à une attaque à domicile avec le seul package qui peut vraiment renforcer la SF25. Il sera intéressant de voir comment la Ferrari Monza se comportera avec cette configuration à charge aérodynamique plus élevée que Leclerc a déjà testé en Hongrie. Ce sera nouveau pour Hamilton, mais ce sera aussi une épreuve pour la voiture. Si elle s'avère plus rapide avec cette configuration à faible charge aérodynamique, nous comprenons que le problème ne réside pas dans la génération de charge aérodynamique, mais dans un problème de suspension. C'est là que la SF25 a des difficultés à maintenir la hauteur du sol. Monza, nous savons qu'il n'y a pas beaucoup de boss, ils ont aussi refait la piste il y a quelques années, donc avec cette configuration, j'espère une Ferrari plus compétitive. L'objectif non verbal est de se battre avec McLaren, l'objectif réaliste est de lutter pour le podium. Nous verrons comment cela se passe. Mais écoutons les commentaires de Ralf Schumacher sur Lewis Hamilton. En fait, Lewis Hamilton semble incapable de sortir d'un tunnel désastreux. Après la pause estivale, le septuple champion du monde semblait plus détendu et motivé, mais le week-end à Zandvoort a confirmé les difficultés. 6e au classement, il s'est retiré de la course en raison d'une erreur après seulement 20 tours, alors qu'il était encore en 7e position. Sa saison reste un cauchemar, et à Monza, la situation ne s'améliorera pas, puisqu'il devra également purger une pénalité de 5 places sur la grille. Le jugement de Ralf Schumacher est très sévère, peut-être même excessif. L'ancien pilote de Jordan Williams et Toyota, maintenant commentateur pour Sky Pays-Bas, a commenté, en jargon de pilote, « C'est une erreur fondamentale, cela ne se fait pas ». Je commence aussi à avoir des doutes sur lui. D'un côté, je pense qu'il a encore du potentiel, mais de l'autre, il semble vivre sous une pression énorme, souvent auto-imposée. Le voir dans cet état est tragique. La vitesse est toujours là, mais trop de choses se passent autour de lui. Schumacher a également parlé d'Andrea Kimi Antonelli, qui a été impliqué dans le contact qui a sorti Charles Leclerc de la course. Nous savons qu'après la course, Antonelli est allé s'excuser chez Ferrari mais n'a pas pu rencontrer directement Leclerc, alors il s'est excusé auprès de Vasseur, qui a apprécié le geste. Ralf Schumacher a dit « Lorsqu'un jeune a une telle opportunité, il faut du temps, et je pense que le soutien qu'il reçoit est fantastique. » Antonelli savait qu'il avait commis une erreur, mais sa vitesse l'a prouvé. Il s'est battu au début du week-end, mais il était là à lutter par la suite. Et la saison qui aurait dû être un rêve pour Lewis Hamilton devient un cauchemar. Lorsque Lewis Hamilton a annoncé début 2024 qu'il courait pour Ferrari l'année suivante, l'enthousiasme était débordant. Je me souviens que cette année, lors de la pré-saison avant les essais hivernaux, il y avait un événement à Milan pour célébrer Ferrari, et Lewis Hamilton était plus enthousiaste que jamais. Ferrari espérait également une saison de succès, en lutte pour le championnat. Mais la réalité est tout autre, car après 15 courses de Grand Prix, Lewis Hamilton n'a jamais réussi à monter sur le podium et l'accident de Zandvoort, son premier avec Ferrari, a encore aggravé la situation. Avec 15 courses sans un top 3, c'est-à-dire sans podium, Lewis Hamilton a dépassé Ivan Capelli avec ce record négatif.
Seul Pironi a mis plus de temps pour atteindre le podium avec Ferrari. En 1981 et 1982, il a participé à 18 Grands Prix sans monter sur le podium. Lewis Hamilton en est à 15. Ivan Capelli en a 14. Mais quelles sont les raisons derrière l'accident de Lewis Hamilton aux Pays-Bas? Voyons pourquoi Ralf Schumacher a été si sévère dans son jugement. Dès le 8e tour, les ingénieurs lui ont signalé des problèmes d'usure à l'arrière de la voiture. Adami, à la radio, lui a demandé de gérer particulièrement les virages 8 et 9 en relâchant les freins pour maintenir les températures basses et réduire le stress sur l'essieu arrière. Le pilote anglais se plaignait d'un survirage au départ, un excès de rotation également confirmé par les données. Dès le 20e tour, Lewis a clairement ressenti une perte d'adhérence. Les images embarquées ont montré qu'il devait souvent corriger l'arrière, qui était déjà proche de la limite. L'accident s'est produit au 23e tour, lorsqu'Hamilton est arrivé dans le virage 3 avec une vitesse d'entrée supérieure à celle des tours précédents, environ 3 à 4 km/h plus vite. La différence semblait minimale mais suffisante pour activer la partie arrière déjà usée. La télémétrie montre comment il a retardé le freinage tant dans le virage 2 que dans le virage 3. Ce n'était ni une erreur de trajectoire ni une accélération prématurée. L'activation est venue de la combinaison d'une vitesse plus élevée et de pneus arrière à la limite. Avec une charge latérale plus importante requise et l'arrière déjà surchauffé, la SF25 a perdu de l'adhérence. Hamilton a tenté de tourner le volant pour contrôler le dérapage, mais la monoplace s'est retrouvée dans une zone plus humide et avec moins d'adhérence. La contre-volée a été inutile. La voiture avait complètement perdu son contrôle directionnel, essentiellement en raison d'une vitesse d'entrée excessive, d'un arrière usé et d'une piste rendue traîtresse par la pluie légère. Tout cela a conduit à une perte de contrôle inévitable, on peut donc dire que l'erreur de Hamilton n'aurait pas pu être évitée. Hamilton parlait simplement d'une éventuelle stratégie d'undercut sur Russell, indiquant que son attention était également portée sur la stratégie. Distrait par la ligne d'arrivée, il a pris trop de risques en entrant dans le virage et une combinaison de facteurs l'a pénalisé. Ce n'est pas une erreur de débutant, mais ce n'est pas non plus justifiable pour un septuple champion du monde. La réalité est qu'à ce moment-là, il fallait faire preuve de plus de prudence. Les conditions, la voiture et les pneus exigeaient de la gestion, pas de l'agression. Donc, de mon point de vue, le jugement de Ralf Schumacher est définitivement trop sévère. Ce n'est pas une erreur fondamentale, dans le sens où c'est une erreur commise à un moment délicat de la course, lorsqu'Hamilton pensait déjà à la stratégie, à faire l'undercut sur Russell. Il avait commencé à pleuvoir, et je le répète, cette inclinaison de la courbe parabole, combinée au sponsor peint, a conduit à l'erreur. Mais il est également vrai que d'autres pilotes dans les mêmes conditions n'ont pas commis cette erreur, et en tant que septuple champion du monde, on attend toujours plus d'expérience de sa part pour mieux comprendre ces situations. Nous espérons que Hamilton ne sombrera pas dans un cycle psychologique où il ne pourrait actuellement pas retrouver de performance ou de sérénité, car nous devons retrouver un Hamilton calme, ce qui est important, surtout en pensant à 2026. Mais voyons pourquoi J. Clear a quitté Ferrari. En fait, Ferrari prépare un changement important dans sa structure organisationnelle. J.O.C. Clear, âgé de 61 ans, quittera Maranello à la fin de la saison après plus d'une décennie de travail commencé en 2014. L'ingénieur britannique a occupé des rôles importants tels que chef de l'ingénierie et de la performance avant d'être transféré ces dernières années pour diriger l'académie des pilotes de Ferrari, une position considérée comme un pas en arrière par rapport à sa carrière développée chez Williams, BAR, Mercedes puis Ferrari. À la place, Marc Genet assumera, un testeur de longue date pour l'équipe rouge et une figure connue du public en tant qu'ambassadeur de Cavallino, ainsi que commentateur pour Sky Sport Formule 1. L'Espagnol travaillera aux côtés de Jérôme D'Ambrosio, qui continue de diriger la Ferrari Driver Academy, FDA, après le succès de Rafael Camara en remportant le titre de F3 et d'Oliver Berman en terminant à la 6e place en Formule 1 à Zandvoort. Cette transition marque la fin de l'ère de J.O. Clear et le début d'une nouvelle phase pour le programme de développement des jeunes de Ferrari, avec pour objectif de nourrir les jeunes talents durant une période délicate pour l'avenir de l'équipe. Il s'agit d'un changement important car J.O. Clear était chez Ferrari depuis de nombreuses années et il sera remplacé par Marc Genet, qui gérera la Ferrari Driver Academy aux côtés de Jérôme D'Ambrosio.
Sans aucun doute, Raphaël Camara connaît une progression significative en Formule 2 et a également décroché le titre. Bien sûr, de grandes attentes sont également placées dans la académie de jeunes pilotes de Ferrari pour les prochaines années, afin de voir qui succédera à Leclerc et Hamilton. Il est très important de penser à l'avenir, comme le font Mercedes et Red Bull avec leurs différentes équipes de jeunes pilotes. C'est pourquoi je considère que la décision de Ferrari est correcte. Mais voyons un aspect important en coulisses concernant le contact entre Leclerc et Russell, ainsi que l'erreur commise par la FIA. Après la course, Leclerc et Russell ont été convoqués par les commissaires pour clarifier la manœuvre. La documentation a montré que la Ferrari numéro 16 avait dépassé les limites de la piste lors du tour incriminé, un fait qui, s'il était considéré comme contraignant, aurait entraîné une pénalité définitive pour Leclerc. Cependant, dans la décision finale, les commissaires ont souligné l'absence de preuves vidéo concluantes, clôturant l'affaire sans prendre d'autres mesures. Une contradiction qui, si Russell avait poussé dans la direction opposée, aurait pu conduire à un verdict très différent. Le pilote britannique n'est pas seulement l'un des pilotes les plus solides sur la piste, mais aussi le plus influent en dehors. En tant que directeur de la GPDA, Russell est très respecté au sein de la fédération. Déjà en 2022, ses plaintes concernant le porpoising ont été décisives pour convaincre la fédération d'intervenir dans les règlements. Lorsqu'il parle, ses mots ont toujours du poids. Cependant, cette fois, il a choisi de ne pas faire monter la tension. Il a affirmé que l'incident avec Leclerc était un accident de course normal, une position qui a probablement influencé les commissaires vers une solution plus douce. Russell avait peu à gagner avec une éventuelle pénalité pour Leclerc, qui après le contact avec Antonelli n'aurait de toute façon pas pu affecter le résultat. De plus, avec Hamilton déjà pénalisé de 5 places sur la grille pour Monza, Ferrari aurait également protesté contre une sanction post-course pour leur pilote principal à la veille de leur GP à domicile. Au final, la manœuvre de dépassement de Leclerc reste une tâche dans la carrière de Russell, mais le pilote britannique a choisi la voie politique la plus intelligente, en n'escaladant pas la situation, en évitant un boomerang médiatique et en gagnant du crédit auprès de la FIA et de son rival. Le résultat est que la manœuvre spectaculaire borderline est restée valable, mais l'incident a encore une fois montré à quel point la politique est importante en Formule 1. Les données indiquaient une pénalité, mais les vidéos ne l'ont pas confirmé et la ligne de Russell a empêché Leclerc d'arriver à Monza avec une charge lourde, c'est-à-dire une pénalité à respecter, contrairement à la pénalité que Lewis Hamilton doit purger, car précisément dans cette situation, Ferrari manquait de poids politique. Hamilton n'a pas purgé la pénalité pendant la course et n'a jamais reçu de pénalité après la course, ce que je ne comprends toujours pas. Selon moi, Ferrari aurait dû se plaindre car la pénalité est arrivée vraiment trop tard. Et il aurait été préférable que Hamilton paie la pénalité à Space plutôt qu'à Monza. Mais regardons aussi les déclarations de Fernando Alonso sur Racing Bulls, car elles sont très intéressantes. Après avoir critiqué sévèrement la stratégie de son équipe, Alonso a surpris tout le monde en louant le travail de Racing Bulls et l'efficacité de sa voiture, en disant « Les Racing Bulls sont toujours un plan ». Si Verstappen tente cette voiture, il luttera pour le championnat. Nous avons clairement vu cela avec Tsunoda depuis le début de l'année. Il a toujours été dans le top 6, puis soudainement il a commencé à être éliminé con leurs squilles taillettes Red Bull. Et nous savons exactement pourquoi. Voici la traduction en français, France. Ce sont des mots durs qui suggèrent un certain mécontentement face aux décisions de la société mère Red Bull et mettent en évidence en même temps les progrès de l'équipe satellite italienne, capable de développer une voiture concrète, équilibrée et surtout cohérente. La remarque d'Alonso est confirmée par les statistiques. Sans les 205 points de Verstappen, qui représentent 95,7% du total de Red Bull, l'équipe de Milton Keynes serait dernière au classement des constructeurs. Les Racing Bulls, quant à eux, ont déjà dépassé le total de points marqués durant toute la saison 2024 et cherchent à répéter leur 6e place de 2021, ce qui indique un projet technique solide et en croissance. Le podium d'Aggiar, son premier en Formule 1, est l'aboutissement d'une trajectoire de croissance très rapide. Le jeune pilote français est devenu le symbole de la renaissance des Racing Bulls, capable de tirer le meilleur parti des opportunités dans un championnat où les écarts entre les équipes du milieu de tableau sont minimes, et bien sûr Alonso a provoqué la presse en disant que Verstappen pourrait lutter pour le titre avec les Racing Bulls. Cependant, non, les Racing Bulls ont prouvé qu'ils sont une équipe cohérente et solide. Arrête un pilote malgré sa jeunesse,
très talentueux et cohérent aussi bien en qualification qu'en course, ce qui en fait un jeune talent prometteur pour Red Bull dans les années à venir afin de s'associer avec Verstappen. Il y a aussi eu un moment humoristique lors de la conférence de presse où ils ont parlé de ce que serait travailler ensemble, et tous deux ont dit que ce serait terrible, mais évidemment de manière ironique. Voyons également le choix des pneus Pirelli car plusieurs tests sont à venir. Pour 2026, l'objectif ambitieux est de créer une différence d'au moins une demi-seconde entre chaque composé. De cette manière, il est possible d'observer des scénarios plus stratégiques, dépassant la tendance actuelle vers la monotonie d'un seul arrêt. Le programme de développement est serré. À Monza, il y aura un test immédiat après le Grand Prix d'Italie axé sur le composé C6 et une comparaison entre C3, C4 et C5. Suivra un test à Mugello fin septembre avec la clôture finale des gammes les plus dures, C1, C2 et C3. Le dernier test important et délicat aura lieu au Mexique avec les composés les plus tendres, validant principalement les nouveaux C4, C5 et C6. L'idée est de compléter tout le paquet d'ici la fin de l'année en fournissant aux équipes des données concrètes pour planifier les simulations initiales des courses de 2026. Créer un différentiel de moitié de seconde entre 6 composés signifie potentiellement plus de 4 secondes de différence entre C1 et C6. Un écart énorme, difficile à gérer en termes d'équilibre, de performance et de durabilité. C'est pourquoi Pirelli travaille en étroite collaboration avec la FIA et la Formule 1 pour calibrer la dégradation des pneus, l'adhérence et la constance. Il y a donc beaucoup de travail derrière les pneus Pirelli pour 2026. Une différence de demi-seconde entre chaque composé est vraiment significative, mais elle permettra différentes stratégies en utilisant plus de pneus sur différents circuits, ainsi que la gamme tendre et la plus dure, où se trouvent les véritables différences entre les divers composés, et nous pourrions voir des stratégies encore plus agressives en fonction de la consommation de chaque voiture. Mais parlons aussi de Lando Norris, car Andrea Stella a parlé avec confiance de son pilote. Selon Andrea Stella, le retrait du Néerlandais pourrait devenir une opportunité. Le directeur de l'équipe McLaren n'a aucun doute. À partir d'aujourd'hui, Norris courra avec moins de pression et cela pourrait libérer son vrai potentiel. Lando est une personne mature, équilibrée et fiable, même avant d'être pilote, a déclaré Andrea Stella. Et lorsqu'il affirme qu'il donnera tout de lui, cela signifie qu'il puisera encore plus de talent. Je pense que cette retraite l'incitera à montrer sa meilleure version, et Norris l'a lui-même admis. La seule stratégie sera d'essayer de gagner chaque course. Avec encore 9 grands prix au calendrier, récupérer en moyenne 4 points par week-end n'est pas impossible, mais cela demande une cohérence absolue et zéro erreur. Bien sûr, Andrea Stella a réitéré que McLaren ne changera pas son approche. Les deux pilotes resteront libres de concourir sans favoritisme. Nous continuerons à soutenir Lando et Oscar de la même manière en restant neutres et justes. Je ne vois aucune raison de changer maintenant. Il sera intéressant de voir comment se développe la lutte interne chez McLaren entre Lando Norris et Oscar Piastri et si Norris ressentira réellement moins de pression s'il peut montrer son potentiel sur la piste. Jusqu'à présent, nous avons vu plusieurs erreurs de Norris combinées à un mélange de talents, car lors de certaines séances, il s'est montré plus rapide que Piastri. Cependant, Piastri a toujours maintenu une clarté, un calme unique, indiquant que le pilote australien est prêt à se battre et à remporter le titre. Mais nous verrons si Norris le défie et tente de récupérer les points perdus. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous attendez de Monza et je suis curieux de lire vos opinions sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo de Formule 1 ou sur le thème de Ferrari. C'est tout depuis Rastro, on se retrouve dans la prochaine.